Bonjour, bienvenue à l'émission En Affaires, émission dédiée entièrement à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, notre thématique arrive à point nommé. Vous savez, lorsqu'on décide de devenir entrepreneur alors qu'on était travailleur autonome, certains diront, il n'y a pas grande différence entre les deux. Vous allez voir, il y en a pas mal de différences. On va en parler avec nous, deux invités. Nous aurons entre autres Marie-Claude Larouche, qui est présidente de gestion MCL, qui, elle, a fait le saut et nous parlera de son expérience, mais également de son entreprise, qui est là pour enseigner, investir dans son leadership. Mais d'abord, Nathalie Riverain, qui est directrice générale de l'École d'entrepreneurship de la Beauce. Mme Riverain, bonjour. Bonjour. Alors, quand on prend la décision de laisser le travail autonome pour devenir entrepreneur, il y a tout un pont à franchir. Là. Il y a tout un pont et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce saut-là. On a des statistiques très récentes de 2012 de la Fondation d'entrepreneurship sur 100 travailleurs autonomes. Et il y en a 10 qui veulent rien savoir là, de faire autre chose que le travail autonome, puis qui retrouveraient, s'ils pouvaient trouver un emploi le plus vite possible, c'est ce qu'ils préféreraient. Okay? 60 c'est la masse tranquille. Ils aiment leur statut, ils veulent pas changer de statut. Puis 30 par contre, sont prêts à faire le saut et souhaitent croître, soit en ayant plus de contrats, en allant chercher un plus grand marché, en embauchant, donc faire le saut vers le démarrage d'une entreprise. Bon, donc, c'est quand même beaucoup de monde. Si on pense qu'il y a plus des centaines de travailleurs autonomes, centaines de milliers de travailleurs autonomes au Québec, il y a tout un vivier d'entrepreneurs potentiels dans ces travailleurs autonomes. Et pourtant, ils sont pas beaucoup à faire le saut. 30 c'est quand même... C'est quand même pas mal, mais il y a un 70 là, qui est encore à développer. C'est sûr. Mais faire le saut, ça implique beaucoup de choses. Et c'est là toutes les difficultés là, du passage de travailleur autonome à créateur. Qu'est-ce qui change vraiment? C'est parce qu'il y a une question d'inquiétude, d'incertitude concernant les revenus. Je pense que ça doit être le point numéro 1, ça. Oui, mais déjà, de passer de salarié à travailleur autonome, je dirais le plus difficile est passé. Parce que c'est toute l'incertitude par rapport au salaire. Il n'y a pas un salaire régulier qui rentre quand on est travailleur autonome. C'est des contrats. Alors, ça demande déjà de conjuguer avec cette insécurité-là, d'aller chercher des clients. Et là, les revenus, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils vont rentrer. Il y en a qui payent très vite, il y en a qui payent très lentement. Donc, une fois que ça, c'est apprivoisé, c'est un continuum de passer de travailleur autonome à entrepreneur. C'est une suite logique. C'est une suite logique, mais souvent le travailleur autonome, ce qu'il a à vendre, c'est son expertise, son expérience. Hein? D'excellents coachs qui veulent passer de coach à entrepreneur en coaching. On a des gens dans le marketing, dans le graphisme, dans les soins personnels. Donc ça, souvent opère de façon autonome. Et la difficulté, c'est beaucoup plus de se cloner, de réussir à transmettre son expertise, son savoir à des gens qui vont être capables de le faire aussi. Et souvent, le travailleur autonome qui réussit bien, c'est lui qui est en demande. Hein? C'est même comme le comptable qui est excellent, il va avoir plusieurs clients, on va le référer. Alors, la difficulté, c'est un peu de dépersonnaliser l'entreprise et de se créer une équipe. Fait que ça en est une importante parce que ce qu'il a à vendre, c'est ce qu'il est. Alors, le passage d'un à l'autre, c'est la chose la plus difficile. Bon, ça, je pourrais poser la question à Marie-Claude Larouche tantôt. C'est quoi la différence entre Marie-Claude Larouche et gestion MCL? Hein? On verra. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en considération lorsqu'on décide de faire le saut. Absolument, parce que l'engagement, il va maintenant au-delà de soi. Hein? C'est sûr que là, si on veut des employés, par exemple, ça va nous prendre généralement un loyer. Donc là, l'engagement financier, il augmente au fur et à mesure où on a des employés, des responsabilités. Donc là, les gens, souvent les travailleurs autonomes sont à domicile. Mais là, il faut sortir l'entreprise de chez soi. Donc déjà, ça marque un pas, ça marque une chose. S'engager sur des loyers, s'engager avec des employés qui, eux, vont demander une paye régulière. Alors, c'est sûr qu'après ça, toute la question de la gestion financière est plus importante et plus préoccupante. Souvent, il va falloir faire des investissements pour bien équiper ses travailleurs et être capable de vendre à plus gros volume, créer un site Internet, avoir des outils de travail pour les employés, des voitures, parfois pour le déplacement. Donc, tout ça, c'est une pression, des investissements, une pression financière supérieure. Et ça, c'est peut-être ça qui pousse le 70 % pour faire le saut. Ça serait ça, d'abord et avant tout, la raison? Mais il y a aussi beaucoup le fait que les travailleurs autonomes choisissent ce mode de vie-là pour la liberté qu'ils ont. Hein? Mais c'est sûr qu'avec plus de contraintes financières des employés, on perd aussi cette flexibilité, cette liberté-là. Alors moi, je pense que dans le 60 % il y a des gens qui sont d'excellents artisans qui veulent rester artisans, qui sont bien là-dedans, et d'autres qui veulent la liberté que leur permet le travail autonome.
on a beaucoup dans ces travailleurs autonomes-là des pré-retraités okay, qui choisissent là, de travailler à mi-temps et de prendre les contrats qui leur plaisent. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on retrouve dans ces 60% de travailleurs autonomes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pré-retraités. Parce que là, on parle de 45 ans et plus, là, quand même. Là. Oui, mais il y en a beaucoup. Puis on a remarqué une croissance du nombre de travailleurs autonomes des 55 ans et plus depuis quelques années. Donc, c'est vraiment le mode pour aller chercher des revenus supplémentaires à l'âge de la pré-retraite ou de la retraite. Puis on en voit beaucoup autour de nous, là, des gens qui ont encore une très grande contribution à apporter, mais qui ne veulent plus la pression du 8 à 5 et d'un employeur ou d'une équipe. On revient encore à l'élément liberté. Absolument. Hein? La liberté, c'est... Être capable d'une conciliation travail-famille, ça se fait aussi à 55 ans et plus. Exactement. C'est important. Les qualités nécessaires pour la transition, ça serait quoi? Là? Moi, je suis travailleur autonome, j'ai une spécialisation quelconque, et là, je veux partir de mon entreprise. Ça serait quoi les qualités que vous me diriez faut que j'aille pour être capable de faire cette transition-là? D'abord, ça prend, faut être capable de prendre plus de pression. Ça, on le dit, mais rappelons-le parce que c'est important. Capable d'embaucher, de bien s'entourer de gens compétents. Parce qu'une entreprise, c'est fragile et si c'est l'expertise du travailleur autonome qui le rend si populaire, il ne faut pas qu'à sa première embauche, il détruise sa réputation. Alors, c'est sûr que la capacité à s'embaucher de bonnes personnes et de les prendre le temps de bien les former, ça va être une qualité essentielle. Ça prend quelqu'un d'organisé. Parce que le passage de seul à plusieurs, c'est ce qui va devenir le one-man show. Là. Il va falloir qu'ils vendent plus, qu'ils s'occupent des finances, donc qu'ils maîtrisent la comptabilité, qu'ils puissent aussi même... Au début, les entrepreneurs nous disent souvent, écoutez, je fais le ménage, je vide les poubelles. Donc, je suis le one-man show. Hein? On va demander à Marie-Claude si elle est la one-woman show tantôt. Mais donc, pour ça, il faut être capable de gérer son temps, de gérer ses priorités, puis aussi d'être capable de se faire un agenda puis de le suivre pour optimiser son temps. Puis ça va pas de soi, puisque des fois, les contrats arrivent, les clients arrivent, puis on prend pas le temps de faire les bons choix pour soi. Puis là, on finit par être débordé. Puis une des erreurs classiques, c'est d'être débordé, de mal livrer. Finalement, une entreprise en démarrage, c'est fragile. Il y en a beaucoup d'entreprises en compétition, donc c'est toujours de préserver c'est ta réputation là, qui vient d'en prendre. Exactement. Un coup, puis donc ça se construit lentement, mais ça se détruit très rapidement. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner aux gens qui aimeraient faire le grand saut? Hein? Est-ce qu'il y a des trucs qui existent? Parce que là, vous me dites, là, c'est l'agenda, c'est la réputation, la construction de l'entreprise. Bien, je dis souvent aux gens, faites-le à petits pas. Hein? On n'est pas obligé là, de faire une cassure ou un grand coup d'éclat. Fait que, tu sais, prendre plus de contrats, embaucher des ressources, mais peut-être pas des ressources permanentes. S'associer à d'autres travailleurs autonomes qui ont des compétences complémentaires. Par exemple, si on a besoin de secrétariat, mais il y a peut-être des gens qui font du secrétariat de façon autonome. Donc, pas trop se mettre de pression dès le départ avec des investissements importants puis des embauches à long terme. Qui nous contraignent. Qui nous contraignent. Donc, y aller à petits pas. Je fais des entrevues avec des entrepreneurs à l'école. 98% des gens nous disent la même erreur. Okay? J'ai embauché la mauvaise personne. Puis, j'ai pas été capable de la débaucher assez rapidement. Okay. Donc, le travail autonome, il est expert dans un domaine, expert comptable, marketing, graphiste, mais ça ne veut pas dire qu'il est expert dans le relationnel. Hein? Alors, choisir les bonnes ressources, puis bien les former. On s'informera auprès de Marie-Claude Larouche dans quelques instants. Restez avec nous, on va revenir dans un moment, tout de suite. 7 nouvelles séries, 6 nouvelles saisons, plus de 60 nominations aux Emmy Awards. Cet automne, pour avoir accès aux meilleures fictions en version française, faites comme 1 million d'abonnés. Choisissez la chaîne Addict TV dans votre forfait télé. Des personnalités connues, des richesses incroyables. Découvrez leur histoire. Biographie, samedi 17h, dimanche 20h30, sur Argent. La chaîne Youpa, tout un univers pour vos enfants. Youpa, la chaîne d'ici, créée pour les enfants d'ici. Choisissez la chaîne Youpa dans votre forfait télé. Dès septembre, le jeu va recommencer. C'est qu'un début d'une longue amitié. Soyons honnêtes. Si l'amour n'est pas là, je fais pas semblant. Tomber en amour n'est pas si simple. Ça se complique. Vivez des moments inoubliables.
J'oublierai jamais ça, c'est certain. Authentique, incroyable. Maintenant animé par Sébastien Benoît. Occupation double en Californie, dès septembre à TVA. Une présentation des concessionnaires Honda du Québec, de Vidéotron et de Maison Laitier. Meilleur rôle féminin et masculin au Gala Artis. 6 nominations au Gala des prix Gémeaux. Il m'a droguée, je suis certaine. La série dramatique la plus regardée au Québec. Toute la vérité. De retour le lundi 17 septembre, 21h. La mémoire t'est revenue. Après une maison, c'est l'achat le plus important d'une vie. Arrêtez-vous et faites un choix éclairé avec le guide de l'auto. Samedi 18h30, dimanche 9h et 17h sur Argent. Un peu comme on a discuté avec Nathalie Riverain il y a quelques instants, des fois, quand tu décides de faire le saut de travail autonome jusqu'à entrepreneur, il y a une grosse différence qui s'installe. On a parlé d'embauche d'employés, on a parlé également de continuité dans ses contrats, de variation aussi dans son entreprise. Marie-Claude Larouche est présidente de gestion MCL. Elle a fait le saut il y a 4 ans exactement et va nous parler donc de son entreprise. Marie-Claude Larouche, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes un peu atypique. Vous avez laissé tomber le filet de sécurité, puis vous avez décidé d'y aller sans filet également. Parlez-nous un peu de votre entreprise. C'est quoi la différence entre gestion MCL puis Marie-Claude Larouche? C'est pas facile à faire la distinction parce que c'est mon bébé. Donc, lorsque j'ai fait le saut, j'ai décidé de me lancer, c'est que j'avais un rêve. J'ai une passion. Pour moi, le développement du potentiel humain, c'est ma passion. Former les gens, développer des habiletés de gestion. Donc, je suis partie de toute mon expertise et j'étais un entrepreneur au sein de l'entreprise. J'ai décidé de dire, parfait, je me lance. Donc, c'était de faire le grand saut pour aller offrir mon expertise, mes services et mon parcours, qui est un parcours unique. Bon, vous avez donc, votre spécialité, c'est le leadership. Hein? Oui, vous êtes capable d'aider les gens à développer leurs propres habiletés en leader. La différence, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en entreprise au lieu de rester travailleur autonome? Parce que dans votre cas, à vous, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Est-ce que ça a changé bien les choses chez vous? Je vous dirais que là, je suis un peu en transition. OK. Si on peut s'exprimer, le gros saut, c'est vraiment de partir de salarié à travailleur autonome. Et là, j'ai bâti. Donc, pour moi, c'était important parce que j'ai une vision. C'est vraiment d'avoir une école, un centre pour développer le leadership. Donc, pour moi, c'était de m'entourer de collaborateurs. Et à partir du moment où la prochaine étape, ça va être vraiment d'avoir une adjointe administrative parce que là, ça déborde de partout, gérer l'administration. Donc, j'utilise actuellement d'autres travailleurs autonomes qui me soutiennent à ce niveau-là. J'ai des formateurs aussi à l'occasion. Donc, lorsque ça déborde, la demande déborde, effectivement. Bon. Alors, vous avez décidé de vous créer une espèce de pool de travailleurs autonomes. Oui. Puis là, vous allez chercher l'expertise qui vous manque. Exactement. Parce que lorsqu'on est seul, on porte plusieurs chapeaux. Oui. Donc là, je suis formateur lorsque je suis en classe. Mais lorsque je fais de ma prospection, mais là, je suis la présidente. Donc, j'ai à offrir mes services, expliquer les avantages d'utiliser gestion MCL. Lorsque j'ai à faire ma comptabilité. Là, vous transformez en comptable le soir. C'est ça, exactement. La nuit. La nuit. Puis les casse-têtes que ça apporte aussi, parce que quand on a une entreprise qui est en plein développement, ça demande aussi... ça demande donc d'autres choses, d'autres qualités. Là. Oui. Hein? Et parmi ces qualités-là, quelle serait la plus grande qualité de Marie-Claude Larouche par rapport à son entreprise? D'avoir confiance. Ça, je pense que c'est la première, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance, de bien maîtriser les outils pour bien les transmettre. C'est dur, c'est difficile. Parce que là, votre métier, c'est ça. Oui. Vous étiez formatrice d'abord et avant tout. Vous demeurez formatrice, ça ne change pas. Bien, dans le fond, j'avais plusieurs... c'est de la façon de la faire. Oui, tout à fait. Là, j'ai mis ma couleur. C'est sûr que lorsque j'étais en entreprise, en grande entreprise avec Unilever, j'étais responsable de 2 équipes de travail. J'avais 25 personnes sous ma responsabilité. Donc, j'étais gestionnaire. Donc, moi, gestion MCL, c'est de soutenir les gestionnaires qui sont en poste dans les entreprises. Donc, je transfère, dans le fond, l'expérience que j'ai eue
pour les soutenir et les accompagner. Est-ce que cette transition-là a été dure? Est-ce que c'était difficile? Parce que là, vous dites que vous êtes encore en mouvance, ça continue d'évoluer, etc. Mais ça fait quand même 4 ans, là, malgré tout. Là. Oui. Les premiers 6 mois, il s'est passé comment? Oui, tout à fait. Bien, il y a le avant de prendre la décision. Oui, il y a la première année. La première année, puis il y a le après aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a notre rêve, on a un peu la naïveté, je dirais aussi, cet enthousiasme-là de dire, je fonce, puis je vais aller solliciter, je vais aller prospecter, je vais trouver des clients qui vont avoir besoin, dans le fond, de mes services. Donc, la première année, on part avec toute cette énergie-là. On commence à tourner autour de notre réseau. La deuxième année, on a fait le tour du réseau. Là, on se dit, bon, là, il faut passer à une autre étape. Et pour moi, l'élément déclencheur, ça a été l'école d'entrepreneurship de Beauce. Bon, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement? Cette école-là, ça m'a permis, dans le fond, d'avoir accès aux grands entrepreneurs, de permettre de comprendre leur cheminement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties seules, à deux, dans leur sous-sol. Bombardier, Dassault, pour ne nommer que quelques-uns. Jean Coutu est parti tout seul avec une pharmacie. Donc, comme Pierre Penedo a parti son journal Montréal dans le garage chez lui. Là. Exactement, exactement. Donc, d'être inspiré par ces gens-là, on dit toujours que l'expérience, ça s'acquiert, ça ne s'achète pas. Je pourrais vous dire qu'avec EEB, c'est rendu une demi-vérité. Ah oui? Parce que ces gens-là nous transmettent leur expérience et évitent de tomber dans les pièges. Donc, on avance à une vitesse grand V. Bon, alors, vous faites l'école d'entrepreneurship. Oui. Après presque 4 ans d'existence. Est-ce que ça vous a permis de vous ouvrir les yeux sur des erreurs que vous auriez pu commettre pendant cette période-là et qui sont facilement corrigeables? Oui, ça m'a permis de consolider, de confirmer certains processus, certaines approches, de valider ma culture d'entreprise aussi, parce que moi, j'ai suivi le cours de lancement d'entreprise en 2007 avant de partir. Okay. Donc, le cheminement, je l'ai fait en parallèle qu'en étant salarié et je m'étais mis déjà, moi, en place ma structure. Ma vision était déjà là. Okay. Président avec tous les autres chapeaux, avec tous les besoins. Donc, j'avais cette vision-là 5 ans, 10 ans. Là. Elle est claire. Elle est claire. Oui. Donc, vous savez de quelle façon vous allez faire évoluer votre entreprise pour que dans 10 ans, vous arriviez au but que vous êtes fixé. Exactement, exactement. Il faut le faire longtemps d'avance comme ça? Bien, moi, ça me permet de vous sécuriser, peut-être? Pas sécuriser, mais d'avoir une direction. OK. C'est sûr que je vais suivre les enjeux, la tendance. La demande, elle est grandissante dans le domaine de la formation, le coaching, l'accompagnement des gestionnaire, gérer la nouvelle génération aussi, les Y, les C qui s'en viennent. Il y a une nouvelle génération que j'ai à prendre, la génération C. Ceux qui sont connectés aux communications. Oui. Donc, on a besoin de ces outils. Parce qu'on gère plus la même façon. Non, le leadership autoritaire, directif ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Non. Alors, les plus jeunes sont plus autonomes, sont plus directifs eux-mêmes. Hein? Pas nécessairement, mais ils veulent avoir accès à influencer leur organisation. Et si on ne comprend pas ça, on perd beaucoup, beaucoup de gens. C'est dur à faire comprendre aux dirigeants d'aujourd'hui? Oui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'évoluer assez rapidement avec le nouveau monde? Ils poussent, parce que cette génération-là pousse, nous oblige. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que profiter des jeunes qui nous amènent à se re-questionner comme leader, comme gestionnaire, pour être inspirant. Bien, restez avec nous. Nathalie Riverain va venir se joindre à nous tout de suite après la pause. On va continuer la conversation. On va essayer d'en apprendre encore plus sur le travail autonome versus une entreprise. À tout de suite. Le titrage de cette émission vous est présenté par CMC Markets Canada. Transigez l'or, le pétrole et les devises 24 heures sur 24. Essayez notre plateforme dès aujourd'hui. Toi en verre panoramique. Vaste espace de chargement. Vaste espace de chargement. Pour sa 20e édition, le Challenge Bell présenté par Banque Nationale frappe plus fort que jamais. Pour voir le meilleur du tennis féminin, procurez-vous l'un des nombreux forfaits disponibles immédiatement. 88 653 8787. Au Bas-Saint-Laurent, le temps prend une nouvelle saveur. Il change au gré des gens. On joue à le réinventer. On le regarde passer, on le suspend. Le temps, on le prend. Bas-Saint-Laurent,
réserve mondiale de bon temps. Système audio JBL à 13 haut-parleurs. Traction intégrale. Quoi? La soirée électorale Québec 2012. Des reporters partout au Québec. Avec Pierre Bruno en tête. Votez pour TVA Nouvelles. L'équipe qui donne des résultats. Dès 20h mardi le 4 septembre à TVA. Revoyez les meilleurs spectacles d'humour dès le 8 septembre, seulement sur Prise 2. Style élégant. Valeur exceptionnelle. Eh bien, on poursuit notre discussion sur la transition qui existe à faire entre salariés, travailleurs autonomes, puis d'avoir son entreprise. Marie-Claude Larouche qui est restée avec nous, donc, qui est de gestion MCL, puis Nathalie Riverain qui se rejoint à nous, qui est directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Peut-être, Nathalie, aussi, nous parler des grands défis qui attendent justement les nouveaux gestionnaires, parce que... Hein? Bien, le premier, puis au Québec, de plus en plus, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Hein? Alors, le travailleur qui doit choisir un emploi, Marie-Claude parlait de la génération C, il va aller généralement vers les emplois quand même qui sont bien établis, bien payés, rémunérés. Puis une des difficultés pour les travailleurs autonomes qui passent à un créateur d'entreprise, c'est de recruter des gens. Feriez-vous confiance à quelqu'un qui se lance en affaires? C'est un peu faire le saut avec ces travailleurs autonomes-là. Alors ça reste un défi important, le défi de la main-d'œuvre. Choisir les bonnes, mais aussi réussir à en attirer avec nous. Il faut vraiment que Marie-Claude vende sa vision à des gens qui vont vouloir embarquer dans son projet, qui n'ont pas l'esprit trop entrepreneurial, mais qui l'ont aussi parce qu'ils s'embarquent aussi dans une aventure avec certaines zones d'insécurité. Donc ça reste vraiment un défi de la main-d'œuvre. L'autre défi, ça va être de choisir ses bons clients. Souvent, les entrepreneurs en démarrage vont faire l'erreur de prendre les premiers clients qui passent. Mais souvent, les clients qui restent sur le marché, c'est ceux qui sont des moins bons clients, les plus difficiles, les plus exigeants, ceux qui payent mal. Hein? Puis souvent, les entreprises établies vont garder les bons clients, puis ceux qui vont rester sur les marchés, ça va être les plus difficiles. Alors, quelqu'un qui se lance en affaires et qui, parce qu'il y a des clients, qui a une demande, ben se dit « Wow, ça va bien », ben, il n'est peut-être pas sorti du bois. Parce qu'un client qui est difficile, c'est peut-être celui qui va demander l'énergie là qui lui reste la nuit pour dormir, pour faire sa comptabilité. Là. Alors, faut pas prendre tous les clients. Faut respecter ses valeurs, faut bien les définir, puis pas prendre n'importe quel client parce qu'on a une entreprise à créer avec des salariés à convaincre d'embarquer avec nous. Fait qu'imaginez des salariés qui commencent, là, puis avec des clients qui sont toujours grognons ou qui payent pas. Hein, des clients qui payent pas, là, c'est dur. Puis j'ai envie de poser la question à Mme Larouche, que quand vous êtes sans revenu, en plus, parce que la tentation est grande aussi de prendre le premier du bord. Là. On a faim, effectivement, effectivement. C'est totalement humain. Mais comment on se corrige de ça? Là? Parce que c'est beau dire je vais être sélective ou sélectif dans le choix de mes clients, mais quand le loyer est à payer dans 2 semaines, ça prend de l'argent quelque part. Tout à fait. Hein? Donc, je suis tombée dans le piège, effectivement. Par contre, par ma capacité à mettre mes limites aussi, j'ai créé des belles complicités. Donc ça, pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage, je pourrais vous dire. Je me rappelle, même une journée, chez un client, j'ai fait une soumission, tu sais, puis commencé un peu à négocier mon tarif. Puis je lui ai dit, écoutez, moi, c'est non négociable, ce tarif-là. Puis c'est à prendre ou à laisser. Mais je vais vous dire, j'avais besoin de ce contrat-là. Là. Oh, oui. Puis finalement, ce qu'il a fait, ça s'est tombé à mon avantage parce qu'il voulait aussi tester un peu. Hein. Il y a ça dans les jeux de négociation. Bien, il m'a remis mon offre de service, puis il m'a dit, écoute, organise-toi donc pour arriver à tant de plus finalement. Parce qu'il avait, lui, son enveloppe dans sa tête. C'est déjà défini. Oui, alors là, il vous testait en même temps. Exactement. Puis finalement, il m'a donné plus. Donc,
Elle va venir m'enseigner comment faire du leadership. Il faut qu'elle l'ait elle-même. Tout à fait. C'était ça un peu là, qui testait. Exactement. Ça, c'est un des pièges. Est-ce que vous avez vu d'autres pièges? Est-ce qu'il y a d'autres défis, d'autres pièges qui existent? J'ai eu une autre aussi situation où je voulais avoir un formateur. Emploi Québec me soutenait aussi avec une enveloppe salariale. Puis finalement, après des discussions, on était prêt de signer. La personne a reçu une offre ailleurs. Et parce que je n'avais pas, il y avait besoin de sécurité, je ne pouvais pas lui offrir. Moi, je lui offrais une aventure, mais je l'ai perdue. Donc, effectivement, c'est l'autre point, là. Je vis ces défis-là. Est-ce que c'est mieux d'avoir son propre employé ou avoir, comme Mme Larouche fait, avoir un pool d'entrepreneurs qui est peut-être avec, là, un pool de travailleurs autonomes? Alors, c'est plus facile de faire la répartition du travail qu'on a à faire ou de la logistique ou encore de l'expertise dont on a besoin. C'est un continuum, hein. Ça va en même temps avec la somme de travail qui est prévue dans le 6 mois, dans l'année, et la capacité de Marie-Claude et des travailleurs autonomes de livrer. Donc, puis il faut prendre le risque aussi, parce que des fois, ça nous dégage. Il faut qu'elle identifie les zones où elle est vraiment improductive, puis ce qu'elle pourrait déléguer pour être capable de vendre plus et de vendre mieux. Donc, c'est là qu'est le risque. C'est une aventure risquée, c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Non, c'est un puis ça ne le sera jamais, en fait. C'est ça la nature de l'entrepreneuriat, c'est que ça va toujours être de prendre des décisions risquées, mais réussir des bons coups, puis créer quelque chose. C'est ça qui l'anime. C'est son rêve. Marie-Claude n'arrête pas de parler de sa vision, de son rêve. Mais ça, il faut que ça conditionne le reste. Oui, effectivement. Est-ce que c'est difficile de trouver le juste milieu? Hein? Parce que entre le développement, entre livrer la marchandise, entre faire la comptabilité, chercher le bon travailleur autonome qui va vous aider dans ce que vous voulez faire, mais là, j'en ai pas. Il y a 4 mondes. J'en ai pas d'équilibre. Non, pas. non. Une chance que j'ai vraiment une famille extraordinaire. Comment on met ses priorités à ce moment-là? On a de la difficulté au début d'avoir un bon équilibre entre le tout. C'est sûr que c'est des choix. Il y a des choix familiaux. Il y a un choix familial aussi. Mon mari, depuis 26 ans, qui m'accompagne, qui me soutient. Mes filles aussi, parce que j'ai 3 grandes filles. Donc, ils le savent. Moi, ce qui m'anime aussi, c'est de leur donner ce modèle-là aussi de faire ce que tu aimes dans la vie, de faire ta passion. Donc, ça me carbure, ça, d'être un modèle pour mes filles. Oui, et quand on arrive à le faire au niveau familial, c'est peut-être plus facile aussi de le transposer au niveau entrepreneurial, dans ce que vous faites, exactement. Exact. Bien, c'est un beau portrait. En tout cas, c'est plaisant de voir qu'il y a possibilité de faire le saut. Il y a des pièges qu'il faut éviter, ça c'est clair. C'est une des raisons pour laquelle l'École d'entrepreneurship de la Beauce existe. D'être capable de transmettre les bonnes valeurs. Nathalie Riverain, merci beaucoup encore une fois de votre visite. Nathalie, qui est directrice générale de l'École d'entrepreneurship de la Beauce, bon, je vais le dire, et Marie-Claude Larouche de gestion MCL. J'espère que tout vous a plu. On se dit à la prochaine. Au revoir.